Un nom, Bond, James Bond, 6 mots qui ont révolutionné le cinéma, et Casino Royale, sorti en 2006, a prouvé que même l'espion le plus emblématique du monde pouvait être totalement réinventé. Des secrets de production sordides aux polémiques autour du casting, en passant par un symbolisme caché, rien n'a été repéré au premier visionnage. Ce film regorge d'anecdotes inédites. 21 anecdotes, plus un bonus qui vous surprendra vraiment. Des coulisses chaotiques, un record du monde imprévu et un détail sur le méchant tellement incroyable qu'il en est presque irréel. Bienvenue au Rewatch Club, où chaque visionnage est comme la première fois. La polémique a éclaté avant même le premier jour. Lorsque Daniel Craig a été annoncé comme le nouveau James Bond en octobre 2005, Internet, encore jeune et avide d'indignation, s'est littéralement enflammé. Un site web, danielcraigisotbond.com, fut lancé presque aussitôt, recueillant des dizaines de milliers de signatures de fans furieux. Les tabloïds britanniques se montrèrent impitoyables, le surnommant James Bland et remettant en question tout, de sa couleur de cheveux à son talent d'acteur. Certains critiques soulignèrent que Craig n'avait jamais incarné un personnage suave et charmant à l'écran et qu'il était plus à l'aise dans les drames policiers réalistes que dans les films d'espionnage élégants. Même des parlementaires auraient pris position sur la controverse. Mais voilà. Malgré tout ce bruit, tous ces doutes, Craig est arrivé dans Casino Royale et les a tous réduits au silence. Le tollé qui a suivi est devenu l'une des plus belles histoires de rédemption jamais écrites à Hollywood. Et tout a commencé avant même le tournage de la première image. Le pionnier du parcours. La scène d'ouverture du film, une course-poursuite à Madagascar, est à couper le souffle, et on le doit en grande partie à un homme extraordinaire, Sebastian Foucan. Foucan est l'un des cofondateurs du free running, discipline qui consiste à se déplacer de manière fluide et expressive en milieu urbain. Dans Casino Royale, il incarne le fabricant de bombes Malaka. Ce qui rend ce choix de casting si remarquable, c'est que Foucan a réalisé quasiment toutes ses cascades lui-même, y compris ce saut vertigineux entre deux grues de chantier. Le réalisateur Martin Campbell aurait eu du mal à le suivre sur le plateau, car Foucan improvisait ses mouvements sur le champ. L'équipe de production concevait un itinéraire que Foucan redessinait en temps réel, conférant à la séquence une spontanéité et un dynamisme authentique. Elle demeure l'une des courses-poursuites d'ouverture les plus mémorables de la franchise. Pas de câble, pas d'image de synthèse, juste un homme et la gravité. Le premier James Bond blond. Voici un fait qui a véritablement déconcerté les fans à l'époque. Daniel Craig est le premier, et à ce jour le seul, acteur blond à avoir incarné James Bond dans un film officiel d'Eon Production. Dans les romans originaux d'Ian Fleming, Bond est décrit comme ayant des cheveux noirs avec une mèche distinctive en forme de virgule tombant sur son front. Sean Connery était brune. Roger Moore était brun. Timothy Dalton était brun. Pierce Brosnan était indéniablement brun. Les cheveux blonds sable de Craig étaient presque considérés comme rédhibitoires par les fans qui avaient grandi avec une image très précise de ce à quoi Bond devait ressembler. Curieusement, la description physique de Bond par Fleming était inspirée de plusieurs officiers de renseignement qu'il avait connus pendant la Seconde Guerre mondiale, dont certains étaient, semble-t-il, blonds. Le James Bond sombre était à bien des égards une invention cinématographique. Ainsi, tandis que les fans s'indignaient de la coiffure de Craig, Fleming lui-même n'y aurait peut-être pas prêté la moindre attention. En parlant d'acteurs ayant incarné James Bond, nous sommes curieux. Quel est votre set préféré de tous les temps? N'hésitez pas à partager votre réponse dans les commentaires. Craig, Connor, Brazen Moore ou quelqu'un d'autre. L'hommage au maillot de bain bleu. L'une des images les plus photographiées de l'histoire de James Bond, celle de Daniel Craig émergeant de l'océan dans ce fameux maillot de bain bleu, était un hommage délibéré et soigneusement conçu. Le plan a été pensé comme un miroir direct d'Ursula Andress sortant de la mer en bikini blanc dans James Bond contre Dr. No en 1962.
L'équipe créative souhaitait renverser complètement le cliché visuel classique de Bond, faisant de lui l'objet du regard du spectateur plutôt que le personnage féminin, subvertissant ainsi plus de 40 ans de conventions cinématographiques en une seule image. Curieusement, le choix du maillot de bain s'est fait à la dernière minute. Dans le costume original, Craig portait un short plus long et plus foncé, mais le réalisateur Martin Campbell estimait que l'effet visuel était moins percutant. Un petit changement de costume devenu l'une des images les plus iconiques du cinéma. Parfois, les moments les plus marquants de l'histoire du cinéma naissent d'une simple phrase. Et si on essayait autre chose? Teshishiro Biisho, du poker plutôt que du bora. Dans le roman original d'Ian Fleming, paru en 1953, la partie de cartes cruciale au cœur de l'intrigue n'est pas le poker, mais le bora, plus précisément une variante appelée Shimon d'affaires, jeu de casino prisé par la haute société européenne de l'époque. Les réalisateurs ont délibérément opté pour le Texas Hold'em dans leur adaptation de 2006, un choix motivé par des considérations culturelles. Au début des années 2000, le poker connaissait un véritable engouement. Les World Series of Poker attiraient des audiences télévisées colossales. Les sites de poker en ligne explosaient et le grand public comprenait enfin comment suivre une partie de poker à enjeu élevé. Baccarat, en revanche, semblait inaccessible aux téléspectateurs lambda. Ce changement a déplu aux puristes de Fleming, mais il a rendu la confrontation centrale du film captivante et accessible à une toute nouvelle génération. Parfois, moderniser un classique implique de savoir quelles règles réécrire. Prague, c'est le Monténégro. Si vous imaginez toujours James Bond jouant dans les casinos luxueux du Monténégro, et comment pourrait-il en être autrement? Préparez-vous à une légère modification de cette image. Le Casino Royal, fictif dans le film, ainsi qu'une grande partie des extérieurs monténégrins, ont en réalité été tournés en République tchèque, principalement à Prague et dans ses environs. L'architecture baroque des bâtiments historiques de la ville offrait un cadre européen opulent, tel qu'imaginé par Fleming. Le château situé près de Karlovy Vary figurait également dans plusieurs scènes clés. L'équipe de production a prospecté des lieux de tournage à travers l'Europe, mais Prague, grâce à son architecture d'époque préservée, son coût avantageux par rapport à Monaco ou Vienne et la présence d'une équipe de tournage locale expérimentée, s'est imposé comme le choix idéal, tant sur le plan pratique qu'esthétique. Le Monténégro était presque entièrement représenté par des paysages tchèques, et la grande majorité des spectateurs ne s'en sont même pas aperçus. Un pays se substituant à un autre avec une fluidité remarquable dans l'un des films d'espionnage les plus vus de tous les temps. Le réalisateur qui a relancé la saga James Bond à 2 reprises. Voilà un fait qui passe souvent inaperçu. Le réalisateur Martin Campbell a relancé la franchise James Bond non pas une, mais 2 fois. En 1995, il a réalisé GoldenEye, qui a introduit Pierce Brosnan dans le rôle de Sept et a relancé la série après 6 ans d'absence suite à Permis de tuer. Ce film a connu un immense succès critique et commercial, réinventant Bond pour l'ère post-guerre froide. Un peu plus de 10 ans plus tard, Campbell fut de nouveau sollicité pour présenter Daniel Craig dans Casino Royale, réussissant un tour de force quasi identique, ressusciter une franchise. Aucun autre réalisateur dans l'histoire du cinéma n'a relancé avec autant de succès la même franchise majeure à 2 reprises avec 2 acteurs principaux totalement différents. Sa capacité à réduire Bond à son essence même pour le rendre à la fois dangereux et humain semble être un talent qui lui est propre. Et en parlant de Ricard, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car le bonus concerne un record du monde Guinness que personne sur le plateau n'avait l'intention de battre. La préparation physique de Bond. Avant de tourner Casino Royale, Daniel Craig avait passé des mois à reconstruire son corps presque à partir de zéro. S'entraînant avec un coach personnel 6 jours par semaine, Craig a revu son alimentation, s'est abstenu de consommer de l'alcool pendant toute la durée de son entraînement et s'est concentré sur la force et l'endurance fonctionnelle plutôt que sur la simple prise de masse musculaire. Le résultat fut un physique de Bond véritablement athlétique, capable d'une violence authentique, taillé pour la survie.
La productrice Barbara Broccoli aurait été stupéfaite, déclarant que Craig ressemblait davantage au Bond décrit dans les romans de Fleming que n'importe quel acteur qui l'avait précédé. Le Bond de Fleming n'était pas un mannequin figé. On le décrivait comme un homme meurtri, marqué par les cicatrices, d'une force physique intense. Craig incarnait à la perfection cette description. La scène de la plage, les combats, la scène de torture. Son physique, à lui seul, racontait toute l'histoire. Ce James Bond avait mérité chacune de ses cicatrices. L'incarnation américaine de James Bond, que personne ne se souvient, avant Daniel Craig, avant Pierce Brosnan, avant Roger Moore et avant même Sean Connery, il y a eu un James Bond interprété par un Américain. En 1954, CBS a diffusé en direct une adaptation télévisée de Casino Royale dans le cadre de sa série Climax Mystery Anthology. Dans cette version, James Bond était interprété par Barry Nelson, un acteur américain, et le personnage était réinventé en agent de la CIA, baptisé avec brio Cardsen's Jimmy Bond. Le méchant s'appelait toujours Lachifer, mais M devenait un personnage secondaire nommé Mattis. Ian Fleming aurait assisté à la diffusion et l'aurait fortement détesté. Cet épisode a été considéré comme perdu pendant des décennies jusqu'à la découverte d'un enregistrement kinoscope, qui constitue aujourd'hui la plus ancienne adaptation filmée de James Bond de l'histoire. Un espion américain, une diffusion en direct et une version de Casino Royale que presque personne n'a jamais vue. Le désastre de la production de 1967. Avant le reboot de 2006, Casino Royale avait déjà été adapté au cinéma, et ce fut l'une des productions les plus chaotiques de l'histoire d'Hollywood. La version de 1967 était une parodie comique produite par Charles K. Feldman, qui avait acquis les droits du roman de Fleming indépendamment d'Eon Productions. Le film mettait en vedette David Nann dans le rôle d'un Sir James Bond à la retraite, mais on y retrouvait également Woody Allen, Peter Sears, Orson Welles et Ursula Andress, soit au moins 5 acteurs différents incarnant diverses versions de James Bond sept. 5 réalisateurs travaillaient simultanément sur différents segments du film, qui a connu d'importants dépassements de budget, des réécritures constantes sur le plateau et des conflits entre les membres de la distribution. Peter Sears aurait cessé de se présenter au travail à mi-tournage. Le résultat est notoirement incohérent, mais étrangement fascinant, témoignant d'une production qui a complètement déraillé et qui, malgré tout, est arrivée dans les salles. Cela nous encourage vraiment à continuer à en produire. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire quel film de James Bond nous devrions aborder ensuite. Nous lisons tous les commentaires. Le test d'affinité d'Eva Green. Eva Green n'était pas le choix évident pour le rôle de Vesper au moment du casting. Elle était connue pour ses rôles de rêveuse dans Kingdom of Heaven, mais n'était pas encore une star internationale. Ce qui lui a permis d'obtenir le rôle, ce n'est pas une audition traditionnelle. Il s'agissait d'un essai avec Daniel Craig. Les 2 acteurs ont été placés dans une pièce avec des pages de dialogue et on leur a simplement demandé de laisser la scène se dérouler naturellement. Le réalisateur Martin Campbell a déclaré plus tard que l'alchimie entre eux était immédiate et indéniable, que Green possédait une qualité à la fois vulnérable et d'une intelligence redoutable, ce qui correspond exactement aux exigences de Vesper à tous les niveaux. Le studio aurait insisté pour des noms plus connus du grand public, mais à chaque projection des essais d'alchimie entre les acteurs, la discussion se terminait de la même manière. Green a décroché le rôle non pas grâce à son statut de star, mais grâce à son don rare de sublimer le jeu d'un autre acteur par sa seule présence. C'est le cas de Vesper Lynd. Cette scène de torture est tirée directement du roman. La scène où Bond est déshabillé, attaché à une chaise sans fond et torturé avec une corde est l'un des moments les plus insoutenables de toute la saga. Et elle est quasiment reprise du roman original d'Ian Fleming, écrit en 1953. Fleming a décrit la scène avec une précision implacable, et les cinéastes se sont engagés à la retranscrire fidèlement, y compris la réaction à la fois singulière et teintée d'humour noir de Bond face aux menaces de la Chifra.
Ce qui confère à la scène une telle puissance cinématographique, c'est l'interprétation de Craig, la vulnérabilité à vif de l'espion le plus invincible du monde réduit à l'impuissance la plus totale. Craig a décrit plus tard le tournage de cette scène comme l'une des journées les plus éprouvantes psychologiquement de tout le tournage. Cette scène bouleverse également la formule fondamentale de Bond. Pour une fois, Bond ne peut s'échapper grâce à son habileté ou à des gadgets. Il ne peut que subir. Ce renversement de situation est précisément ce qui rend Casino Royale véritablement unique en son genre. Ai-je l'air de m'en soucier? L'une des répliques les plus célèbres de Casino Royale et de toute la saga James Bond porte plus lourd dans l'histoire que presque n'importe quelle autre phrase du film. La commande fétiche de Bond, au shaker, pas à la cuillère. J'ai l'air de m'en soucier. La réplique, lancée avec une spontanéité qui semblait authentiquement improvisée, brute, désinvolte et vibrante, fonctionne à deux niveaux. D'une part, elle révèle une facette plus rude et moins raffinée du personnage. D'autre part, elle constitue un commentaire méta sur la franchise elle-même, reconnaissant 40 ans de tradition avant de la rejeter délibérément. Rares sont les répliques, dans le cinéma moderne, qui ont autant raconté une histoire en moins de 10 mots. L'ouverture en noir et blanc. Casino Royale s'ouvre sur un noir et blanc saisissant, un choix stylistique délibéré qui distingue ce film de James Bond de tous les autres opus de la franchise à l'époque. La séquence montre Bond accomplissant les 2 meurtres requis pour obtenir son statut d'agent secret, et la palette monochrome produit un effet très précis. Elle ôte tout glamour. Les films de James Bond ont toujours été caractérisés par des couleurs vives, des décors lumineux, des décors soignés et des costumes aux couleurs chatoyantes. En les dépouillant de tout cela, le réalisateur Campbell oblige le spectateur à affronter l'acte de tuer de la manière la plus crue et directe possible. Le second meurtre, dans une salle de bain, possède une dimension presque théâtrale qui le rapproche davantage du thriller européen que du film d'espionnage traditionnel. C'était une affirmation de la volonté créative avant même l'apparition du générique. Ce n'est pas le James Bond de votre enfance. Celui-ci a un prix. Un record au box-office battu. Casino Royale n'a pas seulement relancé la franchise en pulvérisant ses propres records historiques au box-office. À sa sortie en novembre 2006, il est devenu le film de James Bond le plus lucratif de toute la franchise, avec plus de 594 millions de dollars de recettes mondiales. Ce chiffre a largement dépassé celui de Murs un autre jour, qui détenait le record depuis 2002. Ce qui rend cette réussite encore plus remarquable, c'est que le film s'est débarrassé de presque tout ce qui avait fait le succès de la franchise. Pas de gadgets Q. Pas de personnages secondaires récurrents et hauts en couleur. Bond n'obtient même son Aston Martin qu'aux 2/3 du film. Le public a été touché non pas par les artifices familiers de la série, mais par la sincérité émotionnelle d'une histoire humaine dépouillée. Casino Royale a prouvé que Bond n'avait pas besoin de glamour pour séduire, il lui suffisait de paraître authentique. La signification de Vesper. Le nom Vesperland n'a pas été choisi au hasard par Ian Fleming. Il recèle un symbolisme complexe et délibéré. Vesper est le mot latin pour soir, plus précisément l'étoile du soir, la planète Vénus telle qu'elle apparaît au crépuscule. Dans la tradition classique, Vesper représente un moment charnière, le point de bascule entre la lumière et les ténèbres, entre la sécurité et l'inconnu. Pour Bond, Vesper est précisément ce seuil. La femme qui se situe à la lisière de son univers émotionnel, celle qui incarne tout ce qu'il aurait pu ressentir avant que la vie d'espion ne l'absorbe entièrement. Fleming était réputé pour imprégner ses personnages d'une symbolique très fine, notamment à travers leur nom. Dans ce contexte, Vesper est d'une précision presque insoutenable. Elle est la soirée de Bond, est une parenthèse chaleureuse avant la longue et froide nuit professionnelle qui caractérise tous les films de l'ère Daniel Craig. Judi Dench, un trait d'union entre deux mondes. Casino Royale est officiellement un reboot, un nouveau départ complet,
se déroulant avant les événements de tous les films de James Bond précédents. Pourtant, un détail demeure intact. M, incarné par Judi Dench. Dench avait interprété M face à Pierce Brosnan dans 4 films, de GoldenEye en 1995 à Murs un autre jour en 2002. Lorsque la décision a été prise de réaliser un reboot avec Daniel Craig, la suite logique aurait été de remplacer l'interprète de M ainsi que tous les autres personnages. Les producteurs ont donc choisi de conserver Dench, faisant d'elle le seul personnage de la nouvelle continuité à avoir un lien avec l'époque précédente. L'explication dans le film reste volontairement ambiguë, mais la raison créative était claire. Le personnage de M, interprété par Dench, était devenu tellement emblématique que la remplacer aurait été plus perturbateur que de la garder. Elle est restée Bond Sim tout au long de Skyfall en 2012, l'une des séries de films consécutifs les plus remarquables de l'histoire de la franchise. L'œil larmoyant de Lachiffer est une véritable pathologie. Le Lachiffer de Mads Mikkelsen est l'un des méchants de James Bond les plus marquants visuellement jamais vus à l'écran, notamment grâce à l'image saisissante de lui pleurant du sang de l'œil gauche. Il ne s'agit pas d'une pure fiction. L'affection représentée est inspirée d'un phénomène médical réel appelé hémalacrie, caractérisé par la production de sang ou d'un liquide teinté de sang par les glandes lacrymales. Elle peut être le symptôme de troubles vasculaires, de certaines infections ou d'un traumatisme du système lacrymal. L'équipe de production a créé un effet d'apparition réaliste grâce à un dispositif prothétique conçu pour libérer le liquide sur Q sans recourir aux images de synthèse. Mikkelsen a utilisé le visuel comme un outil de jeu à part entière. Dès l'apparition du sang, Lachifra devient une figure véritablement insaisissable et inquiétante. C'est l'un de ces détails caractéristiques des méchants qui s'impriment à jamais dans la mémoire et qui persistent bien après la fin du film. Le consultant en poker professionnel. Afin de donner à la partie de poker centrale une authenticité véritable et non pas seulement un effet cinématographique spectaculaire, la production a fait appel à un consultant en poker professionnel pour donner son avis sur chaque main montrée dans le film. Le consultant a travaillé en étroite collaboration avec les acteurs et les scénaristes pour s'assurer que le jeu soit non seulement captivant, mais aussi techniquement plausible, capable de résister à l'examen de vrais joueurs. Daniel Craig et les autres acteurs présents à la table ont bénéficié d'un entraînement intensif sur les indices laissés par les joueurs, les règles de jeu et les spécificités comportementales des tournois à enjeu élevé. Certaines mains présentées dans le film étaient des confrontations spécialement conçues pour être immédiatement compréhensibles par les connaisseurs de poker, tout en conservant une tension suffisante pour le grand public. L'objectif était simple: que tout joueur de poker régulier puisse regarder Casino Royale et dire sans hésiter « Oui, c'est exactement ce que l'on ressent à cette table ». Le thème de Chris Cornell pour Casino Royale, You Know My Name, a été composé et interprété par Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden, et a rompu de façon marquante avec la tradition de la franchise. Tous les thèmes précédents de James Bond incluaient soit les mots « James Bond Sept », soit le titre du film dans leurs paroles ou leur titre. Le morceau de Cornell n'en contient aucun. Il abandonne également la richesse orchestrale traditionnellement associée au thème de Bond au profit d'une énergie rock entraînante, presque agressive, qui correspond parfaitement au ton brut et dur du film. Cornell a composé la chanson après avoir visionné une première version du film expliquant qu'il souhaitait saisir la transformation psychologique de Bond, sa métamorphose d'un être humain en tueur. Ce morceau est devenu l'un des thèmes de James Bond les plus acclamés par la critique. Tragiquement, Chris Cornell nous a quittés en 2017, faisant de You Know My Name son œuvre cinématographique la plus marquante et une chanson dont la résonance s'intensifie avec le temps. Anecdote bonus. Un record Guinness auquel personne ne s'attendait. Le voici, l'anecdote bonus dont je vous parlais depuis un moment. C'est sans conteste l'une des histoires de production les plus surprenantes de toute la franchise. Lors de la scène spectaculaire de l'accident de voiture, l'Aston Martin DBS de Bond
est prise dans une série de tonneaux catastrophiques après qu'il a fait une embardée pour éviter une personne allongée sur la route. La cascade a été réalisée à l'aide d'un canon à gaz fixé sous le véhicule pour le faire basculer à grande vitesse, une technique connue dans le milieu sous le nom de tonneau-canon. L'équipe de cascadeurs prévoyait 6 tonneaux. La voiture en a effectué 7, un nombre impressionnant. L'équipe pense avoir peut-être établi un record du monde, mais en raison de la vitesse du véhicule et de la force générée par le canon, un imprévu s'est produit. La voiture a effectué 6 puis 7 tonneaux complets avant de s'immobiliser. Le cascadeur Adam Curley s'en est sorti indemne, mais cette 7e rotation imprévue a établi un record du monde Guinness du plus grand nombre de tonneaux réalisés lors d'une cascade au cinéma, un record que Casino Royale détient toujours. L'accident le plus emblématique de l'histoire de James Bond s'est produit parce que la voiture refusait tout simplement de s'arrêter. Parfois, les meilleurs moments du cinéma sont ceux que personne n'avait prévus au scénario. Casino Royale n'a pas seulement relancé une franchise, il a redéfini le genre du film d'espionnage, un James Bond qui a souffert, aimé et perdu. Abonnez-vous, likez et dites-nous en commentaire quel moment de ce film vous donne encore des frissons. Nommez les 5 acteurs officiels de James Bond dans l'ordre, sans utiliser Google. Postez vos réponses ci-dessous.